Le Premier ministre a renforcé aujourd'hui que l'avant-projet du Code électoral sera examiné au cours d'une session extraordinaire du Parlement. Et pourtant, la date de cette fameuse réunion n'a toujours pas été fixée jusqu'à ce jour. D'autre part, actuellement, le contenu de ces textes demeure encore inconnu. Six membres du Parlement et 7 hauts fonctionnaires de l'État sont actuellement poursuivis pour ne pas s'être conformés à l'obligation de déclaration de patrimoine auprès du Bureau indépendant anticorruption. En 2017, seulement 75% des fonctionnaires concernés ont procédé à cette déclaration de patrimoine. En Syrie, au moins 250 civils, dont 60 enfants, ont été tués depuis dimanche dernier par des bombardements du régime de Bachar al-Assad dans la Ghouta occidentale, dernier fief rebelle près de Damas. Et visiblement, à présent, c'est une offensive terrestre qui se prépare. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons l'édition de ce soir sur une bien triste nouvelle. Le député Abdillah, élu dans le district de Vohemar et issu du parti politique Malagas Miaramiang, s'est éteint aujourd'hui en Inde des suites d'une maladie. L'ancien ministre de la Transition, Organes Rémi Sylvain Rakoutoumia Tarzak, âgé de 71 ans, est également décédé à Mourdav dans la matinée. Toute l'équipe de Koul TV présente ses sincères condoléances aux familles des défunts. À la une de ce journal, le Premier ministre a renforcé aujourd'hui que l'avant-projet du Code électoral sera examiné au cours d'une session extraordinaire du Parlement. Et pourtant, la date de cette fameuse réunion n'a toujours pas été fixée jusqu'à ce jour. D'autre part, actuellement, le contenu de ces textes demeure encore inconnu. Les détails dans ce reportage de Miura Manch. 9 mois avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, 4 mois avant la première session ordinaire du Parlement, le Premier ministre a encore réitéré aujourd'hui que l'avant-projet du Code électoral sera examiné lors d'une session extraordinaire du Parlement. Une rencontre parlementaire dont la date n'a toujours pas été fixée. Ces textes et son examen est actuellement sujet à polémique. Nous vous informerons sous peu de la date fixée pour la session extraordinaire qui servira à examiner cet avant-projet de loi sur le Code électoral. L'examen de ces textes est attendu depuis la seconde session ordinaire du Parlement en 2017 et pourtant actuellement, il se trouve encore entre les mains du gouvernement. Les députés sont prêts à passer à l'examen de cet avant-projet sur le Code électoral. Ces textes sont fortement attendus par le peuple et les parlementaires. Il est normal que nous examinions cette loi au cours d'une session extraordinaire du Parlement, puisque la prochaine session ordinaire n'aura lieu qu'au mois de mai prochain. Les acteurs internationaux attendent également l'adoption de cette loi, et pourtant son contenu reste encore inconnu à ce jour. Pour le code électoral, comme vous le savez, la loi électorale, c'est le rôle du gouvernement. Et la loi électorale va être votée par l'Assemblée nationale. Et nous avons été informés, je pense publiquement, comme vous l'avez entendu, qu'il y aura une session spéciale qui va être convoquée pour discuter de la loi. Et nous attendons tous ça pour avoir une orientation sur ce qui va changer par rapport à la code qui est en vigueur. L'examen et l'adoption de ce code électoral ne semblent pas être une priorité pour le gouvernement. D'autre part, personne ne sait si le gouvernement a tenu compte des conseils et des consignes de la commission consultative au cours de l'élaboration de ces textes, puisque le contenu de ce dernier n'a toujours pas été publié par les responsables concernés. Sur un tout autre sujet, 6 membres du Parlement et 7 fonctionnaires de l'État sont actuellement poursuivis pour ne pas s'être conformés à l'obligation de déclaration de patrimoine auprès du Bureau indépendant anticorruption. En 2017, seulement 75% des fonctionnaires concernés ont procédé à cette déclaration de patrimoine. Reportage Feizour Rafali. Si près de 13 000 fonctionnaires sont tenus de procéder à une déclaration de patrimoine, 75% d'entre eux ont déjà effectué cette déclaration auprès du Bureau indépendant anticorruption
en 2017, tandis que près de 3000 personnalités étatiques, administratives et judiciaires assujetties à cette obligation n'y ont pas encore procédé. De ce fait, 7 hauts fonctionnaires de l'État sont poursuivis pour ne pas s'être acquittés de cette obligation. Leur dossier a été transmis à la chaîne pénale qui est actuellement en charge de cette poursuite, d'après le directeur général du Bianco. L'insuffisance du personnel, le manque de fonds et d'équipements, ainsi que la difficulté du processus à suivre est un obstacle qui empêche ce bureau anticorruption de poursuivre comme il le devrait les 3000 autres personnalités qui ne sont pas encore soumises à cette déclaration de patrimoine. La poursuite de 16 hauts fonctionnaires a de ce fait également pour objectif de tirer la sonnette d'alarme pour ceux qui n'ont pas encore effectué leur déclaration de patrimoine. Ainsi, magistrats, chefs de région, commissaires généraux et au niveau des régions, les préfets, les chefs de district et les maires sont tenus à cette obligation. Il en est de même pour les directeurs des ministères ainsi que tous qui ont un poste supérieur à cette fonction, les administrateurs, les inspecteurs et bien d'autres fonctionnaires. Outre ces derniers, le président de la République, le Premier ministre, les membres de la Haute Cour constitutionnelle, les ministres et les parlementaires devraient également déclarer leur patrimoine. Le manquement à cette obligation constitue pour tout assujetti une faute assimilée à un manquement au devoir de probité et d'intégrité de tout fonctionnaire, magistrat ou militaire ainsi que tout employé de l'État, sous quelque forme que ce soit assujetti à l'obligation de déclaration de patrimoine d'après la loi sur la lutte contre la corruption. C'est cette même loi qui détermine les sanctions adéquates pour ce manquement. Après la date limite fixée pour déposer cette déclaration, le Bianco envoie un rappel aux personnes concernées. Si 2 mois après, ces personnes ne réagissent pas, une convocation pour demande d'explication est envoyée par le Bianco. Puis, une procédure judiciaire est mise en marche si les assujettis n'effectuent toujours pas leur déclaration de patrimoine. Ces derniers risquent une amende pouvant aller de 50 millions d'ariars à 200 millions d'ariars d'après la loi, et il en est de même pour ceux qui font une fausse déclaration. Sur le plan économique, le prix du carburant risque d'augmenter à partir du mois prochain. Le prix maximal du carburant a été fixé hier au cours du Conseil de gouvernement, d'après les explications du ministre de l'Énergie. Toutefois, les détails de la rencontre entre les représentants du gouvernement et les distributeurs de produits pétroliers n'ont pas encore été entièrement rendus publics. Reportage Michela Ranardzon. Au cours de la réunion du Conseil de gouvernement hier, un décret portant sur le prix maximal du carburant a été voté. Le dialogue entre le gouvernement et les distributeurs de produits pétroliers vont se poursuivre malgré des accords déjà établis d'après les informations reçues. L'accord fait hier va servir à limiter la hausse du prix du carburant. Ainsi, si ce prix devrait augmenter de 100 ariars par exemple, le montant de la hausse s'élèvera à 3 fois moins. Ainsi, à partir du mois de mars, le prix du carburant va assurément augmenter. Il s'agira d'une augmentation progressive d'après les explications. L'accord conclu entre l'État et les distributeurs de produits pétroliers porte sur une baisse des marges bénéficiaires de ces derniers d'environ 140 ariars par litre d'après les enquêtes effectuées. Le nouveau montant de leur facture va être difficile à encaisser pour les consommateurs. Le peu d'argent que nous gagnons va encore diminuer. Il sera difficile pour nous d'augmenter les tarifs des courses parce que nous sommes conscients que la population traverse une crise et donc nos clients n'auront pas forcément les moyens et vont avoir du mal à payer. Si le montant du versement que nous avons à remettre diminue, ce sera supportable. En tout cas, le frais d'autobus va devoir être revu à la hausse si le prix du carburant augmente. Au cours de ces 2 premiers mois de 2018, le prix du carburant est resté stationnaire. Le prix du litre de l'essence a été maintenu à 3 840 ariars, celui du litre du gasoil à 3 190 ariars et celui du pétrole à 2 370 ariars. Sur le plan social, les commerçants au niveau de la gare routière Hassan Karan ont organisé une manifestation hier dans la soirée. Une protestation qui s'est achevée par le barrage de la route et par des jets de pierre. L'ordre de transfert brusque des coopératives de cette gare routière vers le nouveau stationnement d'Indouta-Pénac, qui a occasionné pour certains la perte de leurs moyens de subsistance, a été à l'origine de cette révolte. Reportage Ounna Sain.
Les coopératives du stationnement Fasan Karan vont être transférées peu à peu vers la gare routière Maki à Ndoutapenak au cours de ces prochains jours, d'après le ministre du Transport. Un transfert qui a été annoncé hier. Actuellement, ce sont les transporteurs utilisant la route nationale numéro 1, 4 et 6 qui ont déjà été déplacés. Dans les prochains jours, les coopératives du stationnement d'Aboudfoun et du Fasan Karan vont être entièrement transférées dans cette nouvelle gare routière. Nous avons déjà parlé de ce transfert depuis longtemps. En tant que professionnels, ils auraient donc dû s'y préparer. Les intermédiaires et les bagagistes gênent les voyageurs. Il y a déjà des bagagistes dans cette nouvelle station. Il faudra donc faire le tri pour voir qui vont travailler dans cette nouvelle station. Les commerçants et les intermédiaires qui opéraient à la gare routière Fasan Karan ont commencé à s'accumuler près du nouveau stationnement d'Ndoutapenak. Nous sommes des vendeurs ambulants et aujourd'hui, comme nous ne pouvons pas entrer dans cette nouvelle gare routière, nous n'avons donc plus d'emploi. Et pourtant, les intermédiaires qui opèrent dans le secteur informel ne devraient plus avoir accès à cette nouvelle gare routière. C'est la présence de ces intermédiaires et des bagagistes qui favorisent les attroupements dans ces stationnements et favorisent également les embouteillages dans ces zones. Hier, vers 19h, une manifestation a eu lieu à la gare routière Fasan Karan. Une protestation accompagnée de barrages, de jets de pierre et de destruction de stands. Le déplacement brusque de ces coopératives, occasionnant pour certains commerçants et intermédiaires des environs la perte de leurs moyens de subsistance, a été la source de cette révolte. Une personne qui n'a pourtant pas participé au jet de pierre a été arrêtée par les agents des forces de l'ordre. Toutefois, aujourd'hui, la gare routière Fasan Karan a retrouvé son calme. Les coopératives qui empruntent la route nationale numéro 7 ont continué leurs habitudes, tandis que les coopératives qui empruntent la route nationale numéro 1 ont été transférées à Ndoutapenak. Près de la nouvelle gare routière Maki, les embouteillages commencent à se faire sentir et les petits commerçants commencent à occuper les bords de route. Avant de passer aux nouvelles à l'international, l'ambassade indienne s'est indignée suite à l'article publié par un quotidien pro-régime concernant les affaires de kidnapping. Il s'agit d'un article décrivant l'opération de kidnapping comme étant une culture indienne, un texte que cette ambassade qualifie de diffamatoire et pas du tout basé sur les faits, ne manquant pas de souligner que le kidnapping est un crime et est considéré comme une activité criminelle dans n'importe quel pays, y compris Madagascar et l'Inde. L'ambassade indienne accuse ainsi cet organe de presse non seulement de salir l'image de l'Inde, mais également de détourner les efforts du gouvernement malgache à contrôler les incidents de kidnapping à Madagascar et aussi de tenter de compromettre l'excellente relation qui existe entre les deux pays. Passons aux nouvelles à l'international. En Syrie, au moins 250 civils, dont 60 enfants, ont été tués depuis dimanche dernier par des bombardements du régime de Bachar al-Assad dans la Ghouta occidentale, dernier fief rebelle près de Damas. Et visiblement, à présent, c'est une offensive terrestre qui se prépare. Reportage de France 24. Une série de missiles vient de s'abattre sur les derniers quartiers rebelles de Damas. Face aux secouristes qui accourent... Est-ce qu'il est blessé ? Un homme s'enfuit avec un nourrisson dans les bras. Le sauveteur filme avec une caméra fixée sur son casque. Les cris le conduisent jusqu'à cette maison. À l'intérieur... On va vous faire sortir. Plusieurs enfants terrorisés attendent d'être évacués. Un peu plus loin, d'autres ambulanciers échappent de peu à une nouvelle frappe. Chacune de leurs interventions se fait sous les bombes. Depuis 15 jours, l'armée syrienne et ses alliés pilonnent sans répit les faubourgs est de Damas. Cette zone échappe depuis 6 ans au contrôle de Bachar el-Assad. C'est le dernier fief rebelle dans la capitale syrienne. 400 000 personnes, dont 200 000 enfants, y résideraient toujours. À l'hôpital, les cadavres s'accumulent. J'ai perdu 5 de mes enfants.
Comme souvent, les enfants sont les premières victimes de la guerre. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués ou blessés au cours des dernières heures. En riposte, les rebelles ont visé les quartiers loyalistes de Damas à coups de mortier. 2 morts dans cette rue, une vingtaine au cours des derniers jours. L'ONU réclame l'arrêt des combats, mais le pouvoir syrien a massé des troupes à proximité en vue d'une offensive au sol dans les heures. Aux États-Unis, après l'indignation suscitée par la fusillade dans le lycée de Parkland, en Floride, et la mobilisation étudiante qui s'en est suivie, Donald Trump a enfin reconsidéré sa position sur le port d'armes et a ainsi proposé d'interdire le bump stock, mécanisme qui transforme des armes légales en fusils automatiques. Écoutons ensemble ce reportage de France 24. Anéantir son arme à coups de scie. Aux États-Unis, cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Une scène qui se reproduit un peu partout dans le pays depuis la fusillade sanglante dans un lycée de Floride. Sous pression, le président des États-Unis fait évoluer sa position. J'ai signé une directive demandant au ministre de la Justice de proposer des réglementations afin d'interdire tous les mécanismes qui transforment des armes légales en fusils automatiques. En octobre, l'auteur de la tuerie de masse de Las Vegas avait utilisé des armes comme celle-ci. Chez les lycéens survivants du dernier carnage en date, l'émotion est grande. Beaucoup dénoncent l'inaction des politiques. Ils réclament un durcissement de la réglementation tout en dénonçant les liens entre le président des États-Unis et la NRA, le puissant lobby des armes à feu. La Maison-Blanche, elle, tente de montrer un président à l'écoute. Donald Trump, après avoir proposé plus de contrôle des antécédents, notamment psychiatriques, lâche à nouveau du lest. Une manière d'éloigner les accusations de collusion. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le Premier ministre a renforcé aujourd'hui que l'avant-projet du Code électoral sera examiné au cours d'une session extraordinaire du Parlement. Et pourtant, la date de cette fameuse réunion n'a toujours pas été fixée jusqu'à ce jour. 6 membres du Parlement et 7 hauts fonctionnaires de l'État sont actuellement poursuivis pour ne pas s'être conformés à l'obligation de déclaration de patrimoine. En 2017, c'est 75% des assujettis qui ont déposé leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco. Et enfin, en Syrie, au moins 250 civils, dont 60 enfants, ont été tués depuis dimanche dernier par des bombardements du régime de Bachar al-Assad dans la Ghouta occidentale. Et visiblement, à présent, c'est une offensive terrestre qui se prépare. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.